Sylvain Allemand, Et vous faites quoi dans la vie? je suis journaliste, D'accord, vous écrivez pour quel journal? notamment pour Alternative économique, la revue Urbanisme, hein, je suis un journaliste freelance. Et vous êtes là, ici, pourquoi? Alors pour discuter de développement durable, un thème auquel je m'intéresse depuis une quinzaine d'années, auquel j'ai consacré pas moins de 4 ouvrages, dont le dernier s'intitule Pourquoi le développement durable? Alors pourquoi le développement durable? Excellent, question piège. Non, pourquoi effectivement, et c'est tout l'objet du livre, pourquoi à un moment donné on a éprouvé le besoin d'introduire dans les débats publics cette notion un peu bizarre de développement durable. Alors je rappelle tous les facteurs, tous les motifs de crainte, d'inquiétude liés au réchauffement climatique, à la dégradation de l'environnement, qui ont suscité comment, le besoin de forger cette nouvelle notion. Et je m'intéresse également à la manière dont, au fil du temps, les acteurs, les élus, les chefs d'entreprise, les citoyens, les habitants se sont appropriés cette notion pour essayer d'en faire quelque chose à l'échelle locale, nationale, voire mondiale. Mais est-ce que le développement durable, c'est pas quelque chose, en principe, de bon sens? À la base, on a un champ, on essaie de planter quelque chose dedans, ce serait bien qu'on puisse le réutiliser et pas le... Oui, vous avez raison, sauf que le développement durable, ça n'est pas que ça. En fait, c'est un peu plus complexe. J'ai pas dit compliqué. Le développement durable vous invite à traiter tous les enjeux, quels qu'ils soient, mais en ayant systématiquement en tête l'enjeu environnemental que vous venez d'évoquer, mais également social et économique. C'est-à-dire, dans la perspective, pour prendre un exemple, dans la perspective du développement durable, vous ne pouvez pas vous dire qu'il faudrait bannir la voiture, parce qu'il y a la dimension sociale qui fait qu'il y a encore aujourd'hui des ménages qui ne peuvent pas faire autrement que de se déplacer en voiture parce qu'ils vivent dans des lieux mal desservis. Et puis il y a la dimension économique. On peut bannir la voiture, mais alors il faut savoir qu'on risque de porter atteinte à une industrie, donc à des emplois. Le développement durable ne dit pas qu'il ne faut rien faire, mais justement essayer de sortir des idées un peu toutes simples et d'essayer d'imaginer des solutions innovantes. Parce que le développement durable, c'est toujours éthicable. Oui, oui, oui. Alors, la dimension éthique est effectivement une autre dimension, comme d'ailleurs la dimension culturelle. Hein. Alors parfois vous êtes devant la quadrature du cercle, et je pense qu'au final, la dimension la plus importante, c'est la dimension politique, parce que ces différentes dimensions, vous ne pouvez pas forcément toujours les combiner, et donc il faut arbitrer. Et comment on arbitre? Eh bien, en organisant le débat public autour de la question qui fait problème, et à un moment donné, il faut trancher, et c'est aux élus, aux politiques de trancher en assumant leur autorité. Non, mais est-ce que le politique est capable de trancher si le citoyen ne fait pas son boulot d'arriver à le saisir sur ces questions? Alors, parfaitement, tout à fait, parce que, alors ça, j'aime bien la manière dont vous formulez les choses, parce que trop souvent, lorsqu'on invoque le citoyen, d'abord on parle du citoyen sans trop savoir à qui on pense précisément, ça recouvre des situations extrêmement variables entre ceux qui peuvent faire facilement à moindre coût du développement durable parce qu'ils vivent dans des villes qui sont engagées dans une dynamique de développement durable et ceux qui justement n'ont pas les moyens, etc. Donc c'est un peu trop facile de dire c'est aux citoyens de se bouger. Parfois ils ne peuvent pas, ils veulent le faire mais ils n'ont pas les moyens de le faire. En revanche, ils ont cette capacité d'interpellation de l'élu, des politiques, etc. Et il faut les en convaincre et créer les conditions aussi alors d'une démocratie participative, délibérative, dont je m'empresse de dire qu'elle n'est pas forcément exclusive par rapport à la démocratie représentative qui a aussi son mot à dire. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ce type de démocratie participative, c'est pas la porte ouverte aussi à une certaine forme de démagogie? Ça dépend de la manière dont on la conçoit. La démocratie participative, derrière ce mot, il y a des dispositifs très élaborés pour organiser l'échange, la confrontation des points de vue. Et ça passe par la préparation des participants pour, dit-on, les mettre un peu au niveau. Mais ça part aussi de l'idée que du côté des experts, il y a aussi un travail à faire pour être à l'écoute du savoir profane que les communs des mortels développent sur telle ou telle thématique parce qu'ils y sont confrontés au quotidien et l'air de rien, ils développent une petite expertise qui est digne d'intérêt et qui doit être prise en compte. Et la démocratie participative, ça n'est ni plus ni moins que les conditions pour faire se rencontrer le savoir profane porté par le commun des mortels et le savoir savant incarné par les experts. Charge à l'élu ensuite de trancher si nécessaire. En gros, c'est à chacun de faire sa part d'esprit critique.
Parfaitement, parfaitement. Ça part d'esprit critique et de valoriser aussi, j'insiste là-dessus, ce savoir dont il est porteur à travers une pratique. Pour être concret, alors c'est pas forcément le bon exemple, mais au moins ça illustre bien cette capacité qu'ont les communs des mortels à développer un savoir profane. Je pense aux patients qui, confrontés à la maladie, finissent par développer une expertise qui d'ailleurs bouscule un peu l'expert, en l'occurrence le médecin, qui n'a pas forcément l'habitude d'être interpellé, questionné par un patient qui aujourd'hui en sait beaucoup plus sur le pourquoi de sa maladie, la manière de la traiter, etc. Eh bien, il en va dans le domaine sanitaire comme il en va dans le développement durable ou l'inverse. Sur plein de domaines, le commun des mortels a un point de vue qui peut être intéressant à prendre en compte. Est-ce que le développement durable, c'est différent de l'écologie? Oui, alors, disons que c'est une autre approche. L'écologie politique, c'est une approche qui longtemps a eu tendance à nous alerter sur les enjeux, l'impact environnemental de nos activités. Et de ce point de vue-là, ça a été utile pour une prise de conscience du fait qu'on ne pouvait pas continuer à produire, à accumuler des richesses sans se préoccuper du coût que ça représentait. Donc, remercions les écologistes politiques de nous avoir alertés là-dessus. Sauf que le développement durable va plus loin. Il nous invite à prendre en compte la dimension économique. Oui, d'accord, préservons la nature, préservons l'environnement, mais en ne renonçons pas à créer des emplois ou des métiers. Et puis, il y a la dimension sociale qui consiste à prendre en compte le fait qu'encore une fois, des individus peuvent être bien intentionnés, mais ils n'ont pas forcément les moyens de préserver la nature, etc. Donc, il me semble que le développement durable va quand même plus loin que l'approche écologiste traditionnelle. Et la dernière question, c'est de savoir, que j'ai posée à tout le monde, c'est de savoir est-ce que d'après vous, il faut connaître le passé pour être capable d'écrire l'avenir? Bien évidemment, il faut, et je suis à Levallois-Perret, ville que je connaissais peu, je dois le dire, mais on m'a bien briefé, j'ai appris que le symbole de Levallois-Perret, c'était l'abeille. Quel plus beau symbole du développement durable et de la manière de sensibiliser les gens à cet enjeu. Tout ça pour dire qu'on a intérêt, non pas de revenir au passé pour fuir le futur, mais de se ressourcer, de trouver de quoi des ressources pour essayer d'affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Il faut concilier passé, présent, futur. C'est ça ce à quoi aussi nous invite le développement durable.